La nuit était si noire que même les bombes semblaient la respecter une seconde avant de la déchirer. Dans le ventre métallique d'un camion de transmission, quelque part sur le front européen, un jeune homme respirait au rythme d'un grésillement de radio. Pas de fusil entre ses mains, pas de médaille sur sa poitrine. Juste un micro, un casque, et un calme presque irréel. Ici Alpha 3, je vous reçois, répétez la position, murmura-t-il, la voix ferme malgré le tremblement sourd du sol. Autour de lui, le monde s'écroulait. Les explosions faisaient vibrer les parois, la poussière tombait du plafond, des silhouettes nerveuses passaient et repassaient derrière lui, mais lui restait là, assis, les yeux fixés sur des cadrans, l'oreille collée au souffle fragile des ondes. Une seconde d'hésitation, et tout un peloton pouvait être envoyé au mauvais endroit. Une mauvaise coordonnée, et un allié pouvait devenir une cible. Artillerie prête. Confirmation du secteur, cracha la voix lointaine à travers les interférences. Il serra les dents, ajusta les fréquences, repoussa la peur d'un geste presque invisible. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Pourtant, personne ne crierait jamais son nom dans les journaux. Personne ne verrait son visage sur une affiche de propagande. Il était la voix sans visage, l'ombre derrière chaque ordre, le fil invisible qui tenait les unités ensemble au milieu du chaos. Une salve éclaira soudainement la toile de tente de l'autre côté du camp. Les cris, les ordres, le fracas. Et lui, au centre de cette tempête, ne possédait qu'une chose, sa capacité à garder à tête froide là où tout brûlait. Sa mission n'était pas de tirer, mais de relier. De transformer le silence en stratégie. L'inaudible en décision qui sauve des vies. Coordonnées confirmées. Tirez seulement au signal, dit-il en articulant chaque mot comme s'il pesait plusieurs kilos. Un officier se pencha sur son épaule, le front couvert de sueur. On dépend de toi, tu le sais. Sans tes messages, on est aveugle. Il ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, l'oreille toujours tournée vers le craquement sec des messages codés. Il n'était qu'un maillon. Essentiel, mais invisible. Cette nuit-là, grâce à quelques phrases transmises avec précision, une unité encerclée parvint à se replier. Des hommes purent rentrer vivants. Le lendemain, personne n'applaudit. On lui donna un nouveau code, une nouvelle fréquence, une nouvelle position. Et il continua, encore et encore, à prêter sa voix à une guerre qui ne lui appartiendrait jamais vraiment. Les combats finirent par s'arrêter. Les canons se turent, les cartes furent rangées, les radios se couvrirent de poussière. Un jour, on lui serra la main, on lui donna un document, peut-être un remerciement rapide, puis on le renvoya chez lui. Le héros silencieux des ondes redevint un homme ordinaire, dans une rue ordinaire, avec un portefeuille ordinaire, et des problèmes extraordinairement banals, factures, loyers, dettes, peur. Parce que là, loin du fracas des bombes, une autre guerre l'attendait. Une guerre que vous connaissez peut-être très bien. Celle qui ne laisse pas de cicatrices visibles, mais qui empêche de dormir la nuit. Et si, au fond, sa bataille ressemblait à la vôtre? Si, après avoir sauvé des vies, il ne savait pas comment sauver la sienne financièrement. Dans un instant, je vais vous raconter ce qui s'est passé quand il a dû affronter, pour la première fois, l'ennemi le plus silencieux de tous, l'argent. La nuit, le front n'était pas noir, il était rouge et orange. Les obus découpaient le ciel en éclairs brutaux, comme si quelqu'un déchirait la toile du monde. Dans un coin trop étroit d'un bunker humide, assis devant une caisse en métal couverte de cadrans, il y avait Julien. On l'appelait « le poste ». Jamais par son prénom. Ses doigts, tachés d'encre et de graisse, couraient sur les boutons comme un pianiste pressé. Le casque collé aux oreilles, le dos voûté, il traduisait des grésillements en ordre de vie ou de mort. Derrière lui, un sergent au visage fermé répétait d'une voix sèche. « Plus vite, Julien. Ils attendent votre signal. » Dehors, les autres avaient un fusil. Lui, juste un micro. Et pourtant, toutes les lignes de front semblaient suspendues à ce fil invisible de sa voix. Ici Delta 3, recevons. Coordonnées confirmées. Tenez votre position. Renfort en route. Sa voix ne tremblait pas, mais ses mains, si. Il les cachait dans l'ombre du pupitre pour que personne ne voie. Car il savait une chose que ceux qui tiraient souvent oubliaient, chaque seconde de silence dans son casque pouvait annoncer un désastre. Une section encerclée. Un convoi perdu. Une attaque qui arrive trop tard. Une nuit, l'électricité sauta sous l'impact d'une explosion proche. La pièce se retrouva plongée dans le noir,
seulement troué par le rouge intermittent d'une lampe de secours. On entendait au loin des hommes crier, courir, l'odeur de poussière et de métal chaud envahir l'air. Julien respira profondément. Une fois. 2 fois. Il sentit son cœur se cogner contre ses côtes comme un prisonnier paniqué. « Remettez le système en marche !» cria le sergent. Dans ce chaos, un message arrivait, haché, à moitié avalé par les parasites. Les mots étaient presque illisibles, mais Julien s'accrocha au moindre fragment de son, comme on agrippe une main au bord d'un précipice. Ici, unité 17, nécessité, coordonnées, en serre. Il comprit. Il remit les câbles, frappa la caisse, régla les fréquences comme on masse un cœur pour qu'il reparte. Et soudain, la voie à l'autre bout se clarifia. Il put transmettre les nouvelles coordonnées à l'artillerie, rectifier la trajectoire des tirs, dégager un passage. Le lendemain, un officier passa, lui serra brièvement l'épaule. « Bon travail cette nuit, radio. Grâce à vous, ils sont sortis. » Puis il repartit. Sans regarder son nom cousu sur sa veste. Sans le retenir. Julien resta seul avec le cliquetis régulier du matériel, ce son sec qui remplissait tout. Il n'y avait ni fanfare, ni drapeau hissé en son honneur. Juste la routine, écouter, décoder, transmettre. Encore et encore. Chaque mission réussie se dissolvait dans la suivante, comme si le passé ne comptait jamais, seulement le prochain message. Parfois, quand le bombardement se calmait, il se surprenait à penser à plus tard. Quand tout ça sera fini, qu'est-ce qu'il me restera, à moi? Il regardait ses mains fines, pas celles d'un ouvrier, pas celles d'un propriétaire de terre. Juste des mains habituées à tourner des boutons. Comment ce savoir-faire, cette capacité à rester calme au cœur du chaos, pourrait-elle un jour payer un toit, un repas, une vie? Il chassait vite ses pensées, parce que la guerre ne laissait pas de place à ce genre de questions. Mais au fond, une angoisse silencieuse naissait déjà, il sauvait des hommes, des positions, des batailles, sans jamais apprendre à se sauver lui-même. À chaque message envoyé, il croyait bâtir quelque chose de grand, de collectif. Il ne savait pas encore qu'une fois rentré, devant ses propres factures, face à son propre front financier, personne ne lui dicterait quoi faire, et qu'aucune voix, dans un casque, ne viendrait lui souffler la bonne décision au bon moment. Ce soir-là pourtant, alors qu'un nouveau barrage d'artillerie secouait la terre, il approcha le micro de sa bouche, inspira calmement et lança. « Ici le poste. Toute ligne opérationnelle. On tient bon. » Il parlait aux autres, mais il se parlait surtout à lui-même. Sans imaginer une seconde que sa plus longue transmission, la plus difficile, commencerait seulement une fois la paix revenue. Dans le vacarme métallique de la salle radio, il était une silhouette immobile au milieu du chaos. Les murs vibraient sous les détonations lointaines, les ampoules tressaillaient à chaque impact, et pourtant, devant son pupitre, il gardait le même geste précis, presque délicat, comme un horloger au cœur d'un tremblement de terre. Le casque collé aux oreilles, il filtrait un monde de bruit, grésillements, interférences, coups sourds, cris étouffés, et, parfois, cette petite voix claire au milieu du désordre, un capitaine égaré, un peloton coupé de sa base, un pilote à court de carburant. Sa main droite courait sur le tableau, ajustait les fréquences, notait des codes à la vitesse de la pensée. Sa main gauche serrait le micro, pas trop fort, juste assez pour que sa voix ne tremble jamais. « Ici poste 03, je vous reçois 5 sur 5. Restez calme. Répétez votre position. » De l'autre côté de la ligne, on entendait le souffle précipité, le ton cassé par la peur. On est encerclé, on ne sait plus, il fait nuit, bon. Il inspirait profondément, alors qu'une bombe faisait vibrer le plafond au-dessus de sa tête. « Écoutez-moi. Vous n'êtes pas seul. Tournez à l'ouest, suivez la rivière. Je vais vous guider. Une étape après l'autre. Compris ?» À cet instant, il ne manipulait pas seulement des ondes, il tenait entre ses mains la panique, le désespoir, l'espoir. Il transformait le chaos en instructions simples. Une direction. Puis une autre. Un silence. Puis un code. Et la peur, au bout du fil, se calmait peu à peu. Paradoxalement, lui qui sauvait des hommes ne pensait jamais à lui-même. Il ne se demandait pas combien valaient ses nuits blanches, son oui sacrifié aux fréquences trop fortes, ses nerfs tendus comme les fils de cuivre des bobines devant lui. Dans sa tête, la valeur se mesurait en vie sauvée, pas en chiffres sur un compte. L'argent,
c'était une abstraction lointaine, presque indécente dans ce monde où tout se payait déjà en sang. Une nuit, entre deux transmissions, un camarade posa une main lourde sur son épaule. « Tu sais, sans toi, on serait déjà tous morts. » Il eut un bref sourire fatigué. « Sans vous, je parlerais dans le vide. On se tient, c'est tout. » Et il retourna à son cahier de code, sans même imaginer que, plus tard, dans le silence de l'après-guerre, personne ne viendrait poser la main sur son épaule pour lui dire « Sans toi, on ne s'en serait pas sorti. » Pendant que les obus tombaient, il ne pensait pas à l'avenir. Pas à sa retraite. Pas à ses économies. Il croyait, comme beaucoup, à une sorte de justice automatique, après tant de services, la vie serait forcément plus douce. Comme si le simple fait d'avoir survécu garantissait, un jour, la sécurité financière. Comme si le courage au front pouvait, par magie, se transformer en stabilité économique. Et c'est précisément là que se préparait sa plus grande déception, celle qu'aucun entraînement militaire ne lui avait appris à affronter, le moment où le vacarme des bombes s'éteindrait, pour laisser place à un autre type de silence, plus insidieux, celui des factures qui s'accumulent et des promesses qui ne se concrétisent pas. Un silence dans lequel, cette fois, aucun poste radio ne répondrait à son appel. Le train s'arrêta dans un crissement métallique. Quand la porte s'ouvrit, ce ne furent pas des fanfares qui accueillirent Antoine, mais un quai gris, froid, presque vide. Quelques familles agitaient des foulards, des enfants couraient, mais pour lui, rien. Juste le souffle glacé du vent et une valise trop légère pour contenir tout ce qu'il avait vécu. Il remit sa casquette, inspira profondément et descendit. Dans sa poche, une enveloppe froissée, sa solde de démobilisation. Une poignée de billets, un chiffre griffonné au dos, comme un remerciement administratif pour années de vie risquée. Il pensa à toutes les nuits où il avait veillé à côté de son poste radio, à la précision de chaque message. Pour ça, murmura-t-il. Dehors, la ville avait changé. Des façades éventrées, des vitrines encore barrées de planches. Mais surtout, des prix qui n'avaient plus rien à voir avec ceux d'avant-guerre. Au café du coin, il demanda un simple café. Le patron annonça le montant. Antoine fronça les sourcils. Pour un café? Le patron haussa les épaules. Tout a augmenté, mon gars. C'est la paix, paraît-il. Il sourit, amer. La paix coûtait cher. Chez ses parents, la table était plus pauvre qu'avant. Sa mère plaça devant lui une assiette de soupe plus claire que dans ses souvenirs. On fait avec ce qu'on a, dit-elle en s'excusant du regard. Son père sortit un petit carnet, couvert de colonnes et de chiffres. On est un peu en retard, tu vois. Des impôts accumulés, un emprunt pour réparer le toit bombardé, des factures en attente. Antoine regarda les lignes noires qui s'empilaient comme des tranchées sur du papier. Pendant qu'il décodait des messages cryptés, ici, à la maison, une autre bataille s'était jouée, celle contre les chiffres rouges. Le soir, seul dans sa chambre d'enfant, il étala sur le lit tous ses billets, sa solde et les quelques économies laissées avant son départ. Il aligna, recompta, tenta de se convaincre que ce serait suffisant. Réparer la maison. Aider ses parents. Se trouver un logement. Peut-être monter un petit commerce. Mais chaque projet, dans sa tête, se portait à la réalité du calcul. Ce n'est qu'une question d'organisation, se répéta-t-il, comme quand il planifiait les transmissions au front. Sauf qu'ici, il n'y avait ni carte d'état-major, ni supérieur pour lui dire quoi faire. Juste un vide immense, personne ne lui avait appris à mener une guerre contre l'inflation, contre les dettes, contre la peur de manquer. Tu connais peut-être cette sensation, regarder ton compte, ton salaire, tes factures, et te dire « ça ne rentre pas, ça ne peut pas rentrer », tout en espérant que, par miracle, la prochaine paie résoudra tout. Tu as déjà eu ce moment, où tu t'assois avec une feuille et un stylo, et que les chiffres semblent t'attaquer de tous les côtés. Antoine, lui, décida que demain, il trouverait du travail, n'importe lequel. Il referma la lumière avec cette pensée comme un bouclier fragile. Mais au fond, une autre question commençait à gronder, comment continuer à être un héros pour les autres, quand on se sent tellement impuissant face à sa propre vie financière. Et c'est précisément à ce moment, au cœur de ce doute silencieux, qu'un premier choix décisif allait se présenter à lui. Le soir, dans le petit appartement, la radio trônait au milieu du salon comme un vieux camarade de guerre. Mais elle restait éteinte. Henri n'en pouvait plus d'entendre des voix donner des ordres. Toute la journée, maintenant, c'était lui qui recevait des injonctions silencieuses, payer le loyer.
Rembourser. Trouver un meilleur travail. Être un bon père. Ne pas craquer. Des ordres sans voix, mais plus assourdissants que les bombes. Un dimanche, sa fille s'approcha de lui avec une tirelire en forme de cochon, fendue sur le côté, rafistolée avec du scotch. « Papa, tu crois que j'ai assez pour acheter un vrai cartable cette année ?» demanda-t-elle, les yeux pleins d'espoir. Il sentit sa gorge se serrer. Il prit la tirelire, la pesa dans sa main comme il avait autrefois pesé les risques d'une transmission radio sous le feu ennemi. « On va voir ça, ma puce, » répondit-il, en essayant de sourire. Ils ouvrirent la tirelire sur la table. Quelques pièces roulèrent, tinrent sur le bois. C'était peu. Il le savait, elle le comprit. Son regard s'assombrit. Ce n'était pas seulement un cartable qu'il ne pouvait pas lui offrir. C'était une sensation de sécurité. Une enfance légère. Il vit, dans ses yeux, naître ce qu'il connaissait trop bien, l'inquiétude. Ce jour-là, il comprit quelque chose de brutal, la guerre avait changé d'uniforme. Avant, c'étaient les obus. Maintenant, c'étaient les factures, les rappels, les menaces voilées de la banque. Avant, il connaissait le champ de bataille, il savait où se mettre à couvert. Aujourd'hui, il combattait à découvert, sans plan, sans carte, sans formation. Le soir, incapable de dormir, il se leva et rouvrit une vieille boîte en fer, celle où il gardait des souvenirs de la guerre. Des photos jaunies, quelques lettres, un signe, et au fond, un carnet fatigué, couvert de son écriture serrée. Ses anciennes notes d'opérateur radio, fréquences, codes, procédures, protocoles d'urgence. Tout était structuré, organisé, pensé pour résister au chaos. Il resta longtemps à le feuilleter, une pensée obstinée revenant comme un signal morse. Là-bas, tu avais un protocole. Ici, tu n'en as aucun. Lentement, une idée commença à se frayer un chemin. Et si, pour l'argent, il lui manquait, exactement la même chose que pour la guerre autrefois. Des codes. Une discipline. Une méthode. Une façon de garder la tête froide quand tout autour s'effondre. Il referma le carnet, le garda dans sa main, assis dans l'obscurité. Puis il murmura, presque pour lui-même. Il doit bien exister un langage, une fréquence, pour parler au monde de l'argent sans trembler. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette prise de conscience, fragile et timide, allait l'entraîner sur une nouvelle mission, bien plus intérieure que toutes celles qu'il avait menées au front, et qu'elle commencerait par un geste simple, presque anodin, dès le lendemain. Le soir où tout a basculé, il était assis à la table de la cuisine, un tas de factures étalées devant lui comme des rapports de mission illisibles. La lumière jaune de l'ampoule formait un cercle étroit autour des papiers, le reste de la pièce plongé dans une pénombre lourde. Les voix de la radio, qui autrefois obéissaient à ses doigts, n'étaient plus là pour lui répondre. Sa femme brisait le silence en remuant doucement une cuillère dans une tasse. Le bruit métallique résonnait dans la petite cuisine comme un compte à rebours. « On fait comment ce mois-ci, Paul ?» demanda-t-elle enfin, la voix tenue, comme si elle avait peur de le casser. Il resta un moment sans parler, les yeux fixés sur une somme entourée en rouge. C'était le montant exact qu'il n'avait pas. Sur le front, il gérait des codes, des fréquences, des positions d'unité. Ici, il ne parvenait pas à aligner 3 chiffres sans sentir la panique lui serrer la gorge. On va trouver, répondit-il, plus pour lui-même que pour elle. À cet instant, il se rendit compte qu'il venait de prononcer la même phrase que les officiers répétaient dans les écouteurs pendant les bombardements. On va tenir. Sauf que maintenant, il n'y avait plus de commandement, plus de plan. Juste une guerre intime avec des échéances et des intérêts qui grossissaient en silence. Les jours suivants, il multiplia les petits boulots. Téléphoniste de nuit, manutentionnaire à l'aube, réparateur de radio l'après-midi. Chaque billet qu'il gagnait semblait s'évaporer aussitôt, aspiré par un trou invisible. Plus il travaillait, plus il s'épuisait, et moins il avait l'impression d'avancer. Il se sentait comme un opérateur coincé sur une fréquence brouillée, parlant sans jamais recevoir de réponse. Une question ne cessait de le hanter. Comment ai-je pu survivre à la guerre, pour me noyer maintenant dans les dettes? Au fond de lui, une honte sourde montait. Il se reprochait de ne pas comprendre ce monde de l'argent, comme si c'était une autre langue codée qui lui avait été refusée. Et toi, est-ce que tu t'es déjà senti comme lui? À bosser sans arrêt, à courir derrière les factures, avec ce sentiment que quelque chose t'échappe, sans réussir à mettre le doigt dessus. Un soir pourtant, alors qu'il réparait une vieille radio pour quelques pièces,
une idée inattendue commença à se former, minuscule, comme un signal faible qui perce enfin le brouillard des interférences. Ce soir-là, il était assis face à la fenêtre, la cuisine plongée dans une pénombre bleutée. Les factures étalées sur la table ressemblaient à des ordres de mission qu'il savait impossibles à exécuter. René passa une main sur son visage, fatigué. Derrière lui, la radio grésillait doucement, comme un fantôme de son passé. Lucie entra, essuya ses mains dans son tablier et s'arrêta en voyant le champ de bataille de papier. « Encore les dettes ?» demanda-t-elle, la voix douce mais tendue. Il hocha la tête sans la regarder. « J'ai tout essayé. On serre la ceinture, je travaille plus d'heures, et pourtant, ça ne suffit jamais. C'est comme si chaque mois était une nouvelle offensive. » Elle s'assit en face de lui, cherchant ses yeux. « Tu te souviens de ce que tu disais à tes camarades, là-bas? Quand ils paniquaient sous les bombardements ?» Il esquissa un demi-sourire amer. « Je disais, on ne voit pas tout le front, mais on tient notre position. Un message à la fois. » Lucie prit une des factures, la posa à l'écart. « Eh bien, et si on faisait pareil ici? Une décision à la fois. Mais cette fois, tu ne vas pas commander des troupes. Tu vas commander ton argent. » Il voulut protester. « Je ne suis pas bon avec ça, tu le sais. Je n'ai jamais appris. Je sais lire des coordonnées, décoder des messages, pas. » Il désigna les chiffres. « Pas ça. » Elle le coupa doucement. « Là-bas, personne ne t'avait appris non plus. Tu as appris parce que tu n'avais pas le choix. Ici, c'est pareil. La différence, c'est que tu n'es plus seul. » Un silence dense s'installa. Au loin, on entendait les bruits de la rue, la vie qui continuait, indifférente à ses batailles intérieures. René soupira. « Tu crois vraiment qu'on peut s'en sortir? Quand je vois les dettes, j'ai l'impression d'avoir perdu la guerre avant même de la commencer. » Lucie le regarda longuement. « La guerre que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas contre les chiffres, René. C'est contre la honte. Contre cette petite voix qui te dit que tu as échoué. Tant que tu l'écouteras, tu continueras à te cacher, et les problèmes grossiront dans l'ombre. » Il baissa les yeux. Chaque mot touchait là où ça faisait mal. Car ce n'était pas seulement l'argent qui l'étouffait, c'était la culpabilité de ne pas être à la hauteur, pour sa famille. « Tu sais, » murmura Lucie, « je me demande combien de personnes vivent la même chose. Des hommes, des femmes, qui ont peut-être affronté des choses terribles, mais qui n'osent même pas ouvrir leur relevé de compte. Par peur. Par honte. » René serra le bord de la table. Il pensait à ses anciens camarades, dispersés, à ces regards perdus qu'il avait déjà perçus dans les cafés, quand la conversation dérivait vers le coût de la vie. « Et toi, si tu étais assis à cette table avec lui, quelle serait la feuille qui te ferait le plus peur d'ouvrir? Une facture. Un relevé de crédit. Un loyer en retard. Si tu devais mettre un mot sur ta plus grande douleur financière, quel serait-il? » René reva enfin la tête, un éclat nouveau dans le regard. « D'accord. Une position à la fois. Mais par où on commence? » Lucie esquissa un sourire. « On va faire ce que tu faisais de mieux. On va écouter le silence, et apprendre à entendre les bons signaux. » Ce qu'elle allait lui proposer allait transformer non seulement ses comptes, mais surtout sa façon de se voir lui-même. Paul sourit en coin, presque gêné, puis se tourne vers moi comme s'il prenait soudain conscience de quelque chose. « Tu sais, pendant la guerre, la règle numéro 1, c'était simple, tu n'envoies jamais un message sans code. Tu ne transmets jamais à découvert. » Il marque une pause. « Dans la vie civile, j'ai fait exactement l'inverse. J'ai tout transmis à découvert. Mes peurs. Mes dépenses. Mes dettes. Sans protection, sans stratégie. Forcément, c'est moi qui me suis fait bombarder. » Le silence retombe entre nous. On n'entend plus que le tic-tac de l'horloge dans la petite cuisine et le verre qui cliquette sous ses doigts. « J'ai compris ça très tard, » murmure-t-il. « J'attendais qu'on me sauve. L'État, la famille, un coup de chance. Comme si quelqu'un allait, un jour, ouvrir la radio et dire, « Ici le commandement, Paul, tout est réglé. Tu peux te reposer. » Il secoue la tête. Ce message-là ne vient jamais. Je lui demande doucement, « Alors, qu'est-ce qui a changé ?» Son regard se fait plus vif. « Un jour, j'ai reçu une lettre de la banque, encore une. Menace de saisie.
Je l'ai posé sur la table. Et d'un coup, j'ai revu une scène au front. Une nuit où tout craquait, où les communications étaient coupées. Personne ne répondait. Et je me suis entendu gueuler dans le micro, on improvise avec ce qu'on a, mais on n'abandonne pas la ligne. Il esquisse un sourire fatigué. Là, avec cette lettre, j'ai compris, j'avais abandonné la ligne. Ma ligne avec moi-même. Je ne voulais plus regarder mes comptes, plus ouvrir mes relevés, plus entendre parler d'argent. Je pensais que le silence me protégeait. En fait, il m'enterrait. Il se penche en avant, comme s'il me confiait un secret. Alors j'ai fait ce que je savais faire de mieux, j'ai recommencé à écouter. Pas les bombes, cette fois. Mon propre chaos intérieur. J'ai tout écrit sur un cahier, ce que je devais, ce que j'avais, ce que je craignais. C'était moche. Mais c'était clair. En radio, un message brouillé peut te tuer. En finance, c'est pareil, si c'est flou, tu prends des balles que tu ne vois même pas venir. Il soupire, mais sa voix s'affermit. J'ai appelé la banque. Pas pour supplier. Pour comprendre. J'ai demandé, quelles sont les options? Qu'est-ce que je peux négocier? Comment je peux reprendre la main? Je tremblais. J'avais plus peur de ce coup de fil que des obus. Mais quand j'ai raccroché, j'ai senti, un millième de millimètre de contrôle revenir. Minuscule. Mais c'était un début. Il me fixe droit dans les yeux. Tu veux connaître la vraie blessure de guerre? Ce n'est pas seulement ce qu'ils t'ont pris là-bas. C'est ce que tu continues de te prendre toi-même ici, tous les mois, parce que tu refuses de regarder ta situation en face. La culpabilité, la honte, le « je m'en occuperai plus tard », ça, c'est une guerre sans fin. Il se redresse, plus présent, presque plus jeune. Le jour où j'ai accepté de ne plus être seulement le héros silencieux, mais le type qui pose des questions, qui demande de l'aide, qui parle d'argent sans baisser les yeux, ce jour-là, j'ai recommencé à vivre. Pas à gagner à la loterie, non. À vivre. Différemment. Il se tait un moment, puis ajoute, à mi-voix. Au front, la peur ne disparaissait jamais. On apprenait à avancer avec elle. Avec l'argent, c'est pareil. La peur ne part pas. Mais tu peux apprendre à lui parler. À lui répondre. À lui dire, je t'entends. Mais c'est moi qui tiens le micro, maintenant. Il se tourne vers la fenêtre, où la lumière du soir commence à tomber. Tu sais, chacun a sa propre guerre financière. La mienne était écrite sur des lettres de rappel. La tienne, elle se cache où? Sa question reste suspendue dans l'air, et je mesure que ce qu'il vient de dire ne me parle pas qu'à moi, mais aussi à tous ceux qui, comme lui, luttent en silence avec leurs comptes, leurs dettes, leurs regrets. Et ce qu'il s'apprête à me révéler ensuite va transformer cette prise de conscience en véritable plan de bataille. Ce soir-là, dans son petit salon éclairé par une lampe jaune, Louis éteint finalement l'ancien poste de radio. Le même grésillement qu'il avait entendu au front disparaît dans un léger claquement. Un silence étrange s'installe. Mais ce n'est plus le silence lourd des tranchées, c'est un silence de choix. Il reste un moment assis, les mains jointes, à écouter simplement son propre souffle. Puis il murmure, comme s'il parlait à la version de lui-même qui n'a jamais quitté la guerre. J'ai survécu aux bombes, je peux survivre à les factures. Mais pas en restant muet. Il se lève, va chercher un vieux carnet jauni dans un tiroir, celui où il notait les heures de transmission pendant la guerre. Sur la première page blanche, il écrit lentement, presque en tremblant. Plan de mission: reconstruire ma vie financière. Chaque mot pèse lourd, mais cette fois, ce poids ne l'écrase pas. Il le structure. Il s'assoit à la table, prend un crayon et commence à lister ses dettes, ses dépenses, ce qui lui reste. Pas pour se juger, mais pour enfin voir clairement le champ de bataille. À chaque ligne, il respire plus profondément. Il ne fuit plus. Il observe. Il comprend. Dans sa tête, la voix de l'instructeur de l'armée résonne, une mauvaise communication peut coûter une vie. Louis sourit, un sourire discret, différent de tous les autres. Une mauvaise communication avec l'argent peut coûter une vie aussi. La mienne. Il se surprend à penser à sa petite fille. À vous. À tous ceux qui, aujourd'hui, se battent seuls avec leurs chiffres, leurs peurs, leurs factures ouvertes sur la table de la cuisine. Il réalise qu'il n'est plus seulement un ancien radio-opérateur, il devient un messager. Un passeur d'expérience. Il ferme le carnet,
le garde contre sa poitrine et chuchote. La mission continue. Cette fois, c'est derrière un autre front. Et toi, qui écoutes cette histoire maintenant? Où en es-tu dans ta propre guerre silencieuse avec l'argent? Si tu devais nommer ta plus grande douleur financière aujourd'hui, une seule, celle qui te serre la gorge quand tu y penses, ce serait laquelle? Écris-la. Dans les commentaires, dans un cahier, ou même dans un simple bout de papier. C'est ta première transmission. Ton premier message envoyé à toi-même pour dire « Je ne vais plus fuir ». Si tu veux continuer cette conversation, si tu veux d'autres histoires réelles comme celle de Louis pour t'aider à comprendre tes émotions, tes croyances et tes choix financiers, abonne-toi. Ici, on ne parle pas seulement d'argent. On parle de cicatrices invisibles, de stratégies pour les guérir, et de la manière de transformer, enfin, le bruit de la peur en une fréquence de confiance.